Je suis le docteur Pascal Guingamp, responsable de l'unité anorexie-boulimie de Colmar. Pour appuyer le texte de présentation de la prise en charge dans notre unité, j'ai choisi de mettre en ligne l'extrait d'un entretien avec Julia, 19 ans, anorexique depuis 8 ans. Pourquoi avoir choisi de diffuser cet entretien ? Tout d'abord parce que l'évolution de Julia a été extrêmement rapide, comme si l'offre de soins constituait une réponse quasi idéale à sa problématique. Ensuite, parce qu'en peu de mots, elle aborde des points essentiels de la maladie, ce qui est thérapeutique et ce qui l'est moins. L'impact déterminant, par exemple, d'un cadre non jugeant, empathique, basé sur la confiance, l'importance des entretiens familiaux, pourquoi et comment la séparation, qu'est-ce que cette fameuse petite voix, où est l'addiction dans l'anorexie, etc. Enfin, parce qu'elle y donne des conseils simples aux soignants et aux parents, pris dans la même problématique anxieuse et, partant, souvent contre-productive. Donc l'idée de cet entretien, c'est que vous puissiez dire, au fond, ce qui s'est passé ici. Hein, vous avez effectivement, on vous a vu évoluer pour nous soignants à vitesse rapide. Oui. Voilà, mais vous en êtes consciente aussi. Oui, j'en suis voilà. consciente. Et que vous puissiez nous dire ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a permis ça. Hein. Et puis peut-être aussi ce qui s'est passé dans les séances familiales. Il y en a eu deux, donc une première 3 semaines et puis la deuxième hier soir. Oui, c'est ça. Hein. Je sais que quand je suis arrivée ici, j'avais beaucoup d'appréhension déjà par rapport au milieu hospitalier parce que j'en avais eu un mauvais souvenir malheureusement. C'est ça. Et je sais pas, en arrivant ici, je me suis tout de suite sentie déjà non jugée par les autres patients parce que je savais qu'eux aussi ils étaient malades. Alors je savais qu'ils allaient pas me juger, surtout en mangeant parce que c'était là. Enfin, je pensais que c'était là mon gros problème. C'est ça. Déjà, je me suis pas sentie jugée par eux. Et le fait de ne pas sentir jugée par eux, j'ai réussi alors à aller vers eux et à leur parler. Oui. Et c'était vraiment la première fois que je réussissais à parler à des gens, à des inconnus comme ça. D'accord. Ouais, et en parlant, j'ai réussi à exprimer mon premier traumatisme. C'est vraiment une patiente, la première fois que j'ai réussi à lui exprimer ça, quoi. Et je sais pas pourquoi ça s'est fait dans ce cadre à ce moment-là. Enfin, vous n'en aviez jamais parlé à personne? Non, je n'avais jamais parlé à personne. Vraiment, aussi nettement, je n'avais jamais parlé à personne. C'est ça. En plus, cette patiente, elle faisait vraiment maternelle, quoi. Donc, elle me rassurait beaucoup. Après, c'était peut-être une de ses qualités à elle, mais pour le coup, ça m'a vraiment rassurée. C'est que, comme vous avez dit hier, j'avais vraiment un sentiment de confiance avec les médecins, les infirmières. Oui. Même les infirmières passent tous les soirs dans la chambre pour me demander comment on va, si on se sent bien. Est-ce que vous avez des angoisses? On dit oui et on arrive enfin à exprimer. En plus, dans cet hôpital, c'est un endroit clos, mais je me sentais protégée, rassurée. Et c'était un cocon réconfortant et c'était un autre cocon qu'un cocon familial. Le cocon familial, je savais que j'en en voulais plus. C'est aussi pour ça que j'ai voulu cette hospitalisation, parce que je ne supportais plus mes parents. Et je voulais vraiment plus les voir, et c'est pour ça qu'au début, je voulais vraiment aucune visite. Je leur envoyais aussi très peu de SMS, parce que je voulais réfléchir, déjà je voulais penser à moi. Puis l'endroit il est vraiment propice pour, c'est fait exprès. Et je voulais vraiment aucun contact avec eux, parce que je savais qu'ils, de toute façon, qu'ils me relançaient constamment mes angoisses. Ils y pouvaient rien. Comment ils faisaient pour relancer ces angoisses, justement? Ils me parlaient de la nourriture, ils me parlaient de mon corps, ils me parlaient de mon avenir. Un avenir que je voyais même pas en plus. Ils engendraient l'engrenage de l'angoisse, donc ils s'en rendaient compte, et c'est ça qui est pire, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils voyaient leur fille malade, alors ils essayaient de faire quelque chose, mais ils peuvent rien faire contre l'anorexie. Ils peuvent absolument rien faire. Et c'est vraiment en arrivant ici, en me coupant en deux, et je vous dis vraiment, c'est le cadre hospitalier, le cadre médical, que ce soit vous, les autres médecins psychiatres et les infirmières qui m'ont vraiment aidé à sortir toute cette angoisse-là qui me bloquait à l'œsophage, qui m'empêchait de parler, qui m'empêchait de manger, qui m'empêchait de respirer.
Après, heureusement qu'on m'a mis la sonde parce que ça m'a quand même apporté un apport alimentaire un peu plus conséquent. Et j'ai pu un peu mieux retrouver mes esprits et j'ai pu de plus en plus m'exprimer. Au moment où vous l'a mis, ça vous a rassuré? Ça m'a pas rassuré parce que ça m'a fait... Enfin, quand on m'a proposé la sonde, j'ai juste eu honte en fait. Et je voulais même pas que mes parents me voient avec ça et qu'ils se disent elle a de nouveau échoué, elle a de nouveau une sonde. Et plus que l'apport alimentaire, c'est ça qui me faisait encore plus peur. Ouais. C'était davantage ce que mes parents allaient en penser. Mais vous disiez aussi que vous avez eu peur de mourir. Hein. Oui, j'ai eu peur de mourir. Vous avez eu l'impression d'avoir un peu touché la limite? Là, oui, ce soir-là, le lundi soir, là, je me souviens, j'ai vraiment eu... Je me suis dit, c'est pas possible, je vais jamais me réveiller. En même temps, on a cette peur et on n'arrive quand même pas à se raisonner parce qu'on est beaucoup trop faible, tant physiquement que mentalement. Mais alors vous dites, vous vous rappelez pas trop de finalement comment ça s'est passé, mais c'était il y a que 4 semaines. Et je sais que pendant ces 4 semaines, j'ai toujours continué à parler, j'ai continué constamment à parler, que ce soit aux médecins ou aux infirmières, même aux patients. Et je me suis de plus en plus ouverte à mes parents aussi. Ça m'a fait du bien. Et à la thérapie familiale, où j'ai vraiment pu tout dire la première. Ouais. Parce que je savais que c'était ça qui coinçait. Je le savais pertinemment depuis longtemps, mais j'arrivais pas à le sortir. Ouais. Et j'attendais cette thérapie vraiment, vraiment patiemment. Et quand j'ai enfin pu le sortir, je me suis libérée, quoi. Vous aviez vraiment besoin de leur dire à eux qu'il y avait eu des traumas, des traumatismes quand vous étiez jeune ado, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Hein? Parce que même le cadre familial, c'est là où tout s'engrange, où c'est les parents qui voient le mal-être, c'est les parents qui voient la restriction alimentaire, la perte de poids. C'est les parents qui ne comprennent pas, qui vous font culpabiliser. Donc c'était eux les personnes les plus importantes. Enfin, c'était vraiment à eux que je devais le dire. Mais pourquoi vous n'aviez jamais réussi à parler finalement avant? Moi, je me suis toujours dit que c'était le mal-être qui m'en empêchait, quoi. Le mal-être mental, l'anorexie qui m'enfermait dans un mutisme constant. Et qui vous empêche de parler, mais qui vous empêche aussi de vivre, d'aller voir des gens, de parler à d'autres gens. Mais peut-être aussi que l'anorexie, elle s'est mise en place parce que vous n'aviez pas pu parler. Aussi, oui, je n'ai pas encore compris quel était le premier. C'est ça, comment ça s'est articulé, imbriqué. Oui. Après, oui, c'est vrai que, comme disaient mes parents hier, j'ai toujours été plus ou moins réservée, timide, mais pas à me renfermer complètement sur moi-même. C'est ça. Mais, en plus, ils se sont séparés peu de temps après collège, le début quand j'étais en 4e. de la maladie. C'est ça. Donc c'était plus compliqué encore. Oui, il y a vraiment plein de choses qui s'empilaient. C'est ça. À mesure que les choses s'empilaient, les plus anciennes, je les oubliais, je les enfonçais encore plus profondément dans mon inconscient. Et ça s'est empilé, jusqu'à ce que j'aille très très mal, parce que j'ai failli en mourir. Mais heureusement, ici, j'ai pu l'évacuer. Heureusement. Comment ça s'est passé? Ça s'est fait de façon progressive ou il y a eu comme ça une sorte de déclic ou de bascule pendant l'hospitalisation qui vous a fait sortir de la logique de l'anorexie? Je sais vraiment pas. Il y a eu des gros moments où il y a eu des grosses périodes où je comprenais énormément de choses, où ça partait. Après, il y avait des mots que certaines personnes me disaient qui me faisaient penser, qui faisaient sens. Et j'ai vraiment réussi à tout retracer. C'est comme si vous faisiez une psychothérapie intensive, 24/24, en utilisant tout ce qu'il y avait dans l'environnement. Oui, exactement. Je pensais vraiment qu'à ça. J'avais oui, je vous dis, même des mots, même une infirmière, une fois, quand elle est venue, c'était après la thérapie familiale, et elle m'a dit l'anorexie, avant tout, c'est mental. Et quand elle m'a dit ça, le mot mental, ça m'est tellement resté. Et je me suis dit, et là, j'ai cogité pendant la nuit, mais des heures et des heures, et j'ai réussi à retracer tout mon chemin. Et c'est là que j'ai compris, mais oui, en fait, ça fait 8 ans que j'ai ça. Parce que le mal-être, il est avant tout mental, il n'est pas que physique dans cette maladie. C'est ça. Parce qu'en fait, ça fait 8 ans que le mal-être est là, mais l'anorexie elle-même, c'est plutôt il y a les troubles alimentaires, en tout cas, c'est plutôt il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, oui. C'est ça. Ouais. Mais le moment où vous n'avez plus peur de reprendre du poids, c'est venu comme ça, d'un coup? Non, c'est justement, il y a beaucoup d'épisodes progressifs qui se sont faits. Je vous dis, à mesure que je parlais de ces angoisses, justement, je disais aux médecins ou aux infirmières, mais j'ai quand même peur de prendre du poids, j'en ai quand même peur. Plus je les disais, et moins j'en avais peur. Et c'est là aussi que j'ai compris que la parole était vraiment thérapeutique. Oui, vraiment, pour vous, c'est clair. Hein.
C'était vraiment ça le déclenchement. Enfin, mais j'en ai encore toujours un peu peur de prendre du poids, mais beaucoup moins parce que j'ai hâte de voir comment je vais être. Enfin, pour moi, c'est revivre. Je gagne pas des kilos, je regagne juste ma vie là. C'est juste extraordinaire. C'est ça, oui. Et alors les séances familiales, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté? Ça m'a fait tellement du bien parce que j'ai enfin pu m'exprimer et surtout mes parents m'écoutaient quoi, pour une fois. Ils sont assis, ils sont enfin assis, ils ont accepté d'ouvrir leurs oreilles et de me laisser parler. Parce qu'en plus il y a des médiateurs donc ça aide. Ça a dû les impressionner même. Mais pour une fois, oui, ils m'ont écouté vraiment. Ils étaient très proches de vous, chacun vous tenait une main. Oui, c'est ça. Cette première séance où vous avez vraiment, j'ai exprimé vraiment avec toute votre émotion ce qui s'était passé, la douleur qui était encore là. Oui, c'est ça. Et, même de cette séance, j'en ai vraiment pas de gros souvenirs. Presque plus de souvenirs. Presque plus, Mais je me souviens juste d'un bien là. Enfin, là, il y a tout qui est... J'arrive de nouveau respirer, quoi. Voilà. Un apaisement, mais c'est fou, quoi. Et la séance d'hier, c'est plus récent, donc vous avez peut-être là, même des souvenirs. Mais ça m'a fait aussi extrêmement plaisir déjà de les retrouver. Et puis le fait qu'on puisse parler comme ça, naturellement, qu'on puisse exprimer tout ce qu'on pense sans arrière-pensée et sans avoir peur de dire un mot de travers, ça fait extrêmement bien parce que ça non plus, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas du tout. D'un côté, il y avait ma mère qui parlait trop, d'un autre, il y avait mon père qui parlait pas assez. Il y avait moi qui étais tout le temps renfermée, et qui m'exprimais jamais. L'arrière-grand-mère, vous avez réalisé qu'elle s'appelait Julia comme vous, ou vous le saviez? Je le savais, mais je me dis ça m'avait jamais vraiment percuté. Mais oui, un jour j'en ai parlé à ma mère de tout ce de ce à quoi j'avais pensé à propos de la généalogie familiale. Elle m'a aidé quand même à m'éclairer un peu plus, parce qu'elle en sait quand même un peu plus. Et elle m'a dit, oui, que ton arrière-grand-mère, souviens-toi, elle s'appelait quand même Julia, elle est allée à l'hôpital. Puis ma grand-mère, bon, je savais qu'elle... Maintenant, aujourd'hui, je comprends qu'elle était complètement anorexique, quoi, mais... Donc en fait, vous avez dit hier, Julia, elle a été mon étoile pendant ces 8 ans. Et je me dis que cette arrière-grand-mère qui est morte, je me dis... Que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais connu, évidemment. C'est juste une image que j'imagine, quoi, parce que je trouve ça... Donc cette grand-mère Julia, qui porte le même prénom que vous, qui est morte de faim à l'hôpital, c'est comme ça que vous l'avez présenté hier, pour pouvoir nourrir, parce que c'est pendant la guerre, elle se privait pour pouvoir nourrir ses enfants, dont votre grand-mère, qui, elle, est devenue anorexique. Oui, c'est ça, Oui, il y avait quand même beaucoup de choses qui résonnent. Oui, il y avait beaucoup de choses qui me sont bombardées dessus comme ça. Quel conseil vous donneriez aux soignants pour mieux s'y prendre ou pour bien s'y prendre avec les patientes anorexiques et boulimiques? Déjà, ne pas les considérer comme anorexiques, les considérer comme personnes souffrant d'anorexie ou de boulimie, parce qu'on n'est pas qu'un corps, on est aussi un esprit. Et il ne faut pas voir que le somatique, il faut aussi voir le psychologique, parce qu'il est autant, voire bien plus important. Et il faut vraiment aller leur parler à ces personnes-là, parce que la maladie les enferme dans ce mutisme et elles s'enferment également. Et il faut pas avoir peur de leur parler, quoi. Parce que moi en tout cas, je sais que c'est ça qui m'a libérée, c'est de pouvoir parler, d'avoir des oreilles qui m'écoutaient enfin. C'est ça. Donc je pense que c'est déjà un grand pas. Et évidemment pas les juger, ça c'est très important. N'avoir aucun jugement. Voilà, pas de jugement. Et leur faire confiance. Oui, aussi leur faire confiance. Ça vous parlait beaucoup. De vraiment faire un contrat de confiance. Pourquoi c'est tellement important? Parce que moi j'ai eu l'impression que pendant toutes ces années, on n'a pas eu confiance en moi. Déjà à l'hôpital, ils posaient des diagnostics, mais ils me demandaient moi jamais comment je me ressentais vraiment. Il m'a jamais parlé de ce qui s'était passé par mon passé. Oui, je vous dis, il posait juste des diagnostics, mais ça c'est facile d'en poser. Mais de voir d'où provient le mal, c'est un peu plus difficile. Et oui, j'avais vraiment le sentiment qu'il me faisait vraiment pas confiance. Et j'avais déjà pas confiance en moi, donc... Voilà. Oui, ici je me suis sentie vraiment dans un cocon de confiance, quoi. Ouais, c'est ça.
D'autres conseils aux soignants, aux médecins, aux psychiatres? Comme ça, je sais pas, mais sûrement, mais oui, toujours faire confiance. Bien sûr, faire attention que la santé ne se dégrade pas, c'est important, mais quand même toujours les laisser s'exprimer, ne pas parler à leur place, quoi. Ce que vous dites, au fond, c'est que si on vous infantilise dans les soins, ça ne peut pas marcher. Ah, non. Il y a quelque chose qui... Oui, cette infantilisation, c'était horrible. Qui rend les soins... Enfin, ça devient souffrant, voire même traumatique. Oui, c'est exactement ça, parce que j'avais l'impression d'avoir une famille une autre famille, comme j'avais moi, mais... C'est ça. C'est comme si ça reproduisait un petit peu c'était le même schéma. C'était le même schéma. Voilà. Et je lui ai répété souvent à ma mère, d'ailleurs, que l'hôpital, ça m'a rendu encore pire, ça a aggravé ma maladie. Parce qu'en plus, j'ai aussi compris que c'était vraiment une addiction, cette maladie, donc... eux de m'en parler tout le temps, le médecin il me disait souvent je vois que c'est encore difficile, que vous êtes encore beaucoup contrôlé par la maladie, mais il alimentait toujours plus ce mécanisme plutôt que de m'en séparer. D'accord, donc lui il vous alimentait pas vous et votre psychisme, il alimentait la maladie. Il alimentait complètement la maladie, mais c'est ça un peu ça. D'accord. Et à mesure que l'hospitalisation progressait, moi je diminuais mes apports. Que ici j'ai fait le contraire. Ici, vous avez fait le contraire. Et alors maintenant, les conseils que vous donneriez aux parents? Je pense qu'il faut vraiment s'isoler à un moment de son enfant. Il faut le laisser faire, même le laisser aller dans sa spirale, même descendante. De toute façon, il y a un cadre hospitalier qui est là pour les gérer. Il faut que les parents ils lâchent vraiment la bride. Il faut qu'ils lâchent. Parce que c'est eux aussi, sans le vouloir, en croyant faire du bien, en fait, ils font plus de mal qu'autre chose. Et en même temps, c'est très difficile pour des parents de lâcher un enfant qui mange plus. Bah oui, c'est paradoxal. Presque une peur générique extrêmement forte de l'espèce. C'est ça, oui, même c'est même instinctif. C'est surtout ça, pour la mère. Là, vous le ressentez comme ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment instinctif pour la mère. De voir son enfant qui mange plus, je pense pour une mère, ça doit être juste horrible. Donc vous trouvez que c'est bien la séparation? Ah oui, je pense même que c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Oui. Même avec l'entourage proche, il faut vraiment une séparation. Il faut rester avec un environnement qu'on ne connaît pas et avec un personnel médical, bien sûr, pour encadrer la santé. Donc ici, finalement, nous, on ne l'a pas imposé, la séparation. Non. Mais c'est vous qui l'avez décidé. Oui, c'est moi qui la voulais parce que C'est ça. Et vous l'avez mise en place. Oui. Je savais que de toute façon que mes parents, ils m'angoissaient, donc ça ne servait à rien que je les vois. Et j'avais vraiment pas envie, Et ça, quand même, j'avais réussi à leur dire que je voulais pas les voir. Et donc, vous avez décidé de les revoir que pour la séance familiale? Oui, pour vraiment le dire. Après, je leur envoyais, j'ai quand même craqué, je leur envoyais parce des SMS. Dans un monde moderne, il y a plein de SMS. C'est ça. Voilà. Même eu un ou deux appels avant, mais les deux plus gros traumatismes, je voulais vraiment les sortir par oral. Et je voulais qu'ils l'entendent de leurs oreilles. C'est ça. Et qu'ils soient physiquement présents. Voilà, aussi, oui. Ouais. C'était important que, malgré mon petit poids, que je réussisse enfin à sortir tout ça, quoi. Que j'en avais les ressources nécessaires. Et que je les ai eues grâce quand même à cet hôpital. Donc on est le 4 juillet, vous êtes entré... le 29 juin, il me semble. Le 29 mai mai, oui, pardon. Quelque chose comme ça. Oui. Hein, donc il y a un tout petit peu plus de 4 semaines. Oui. D'accord. Et vous parlez déjà de la maladie au passé. Oui, parce que Alors ça fait 8 ans que vous êtes dedans. C'est ça, oui, donc ça fait trop longtemps. Ouais, mais quand j'y repense, je trouve ça vraiment horrible de me rendre compte que je me suis cloîtrée dans ce mal-être pendant si longtemps. Et j'en parle au passé parce que c'est plus moi, je veux plus qu'elle fasse partie de moi. La vie que vous découvrez, hein, c'est ça, vous prenez plaisir à vivre, vous disiez. Hein. Oui, vraiment les choses simples. Ça, pour rien au monde, vous voudriez la perdre maintenant. Ça, je veux plus jamais la perdre. C'est juste trop horrible. Le fait d'avoir un sourire franc, c'est tellement plus beau que d'avoir une voix dans votre tête qui vous dit vous êtes trop gros, t'es trop grosse, alors que... Et la petite voix, alors, elle est plus là? Non, elle revient par moment, mais j'arrive à la chasser parce que je me suis fait une armure plus forte qu'elle. Et même mon entourage m'aide. À chaque fois que j'ai des peurs par rapport à ça, maintenant je sais que j'arrive à en parler. Il y aura toujours des gens pour me rassurer, je sais qu'il y aura toujours des gens pour m'aider.
Vos arguments pour la chasser, c'est quoi alors? Je lui dis non, enfin, pars de ma tête, de toute façon, enfin, c'est horrible, t'as failli me tuer, t'as détruit ma vie, j'ai eu aucune adolescence par ta faute, donc jamais plus je te laisserai rentrer, c'est pas possible. C'est juste impossible. Je me suis enfin retrouvée, c'est pas pour que tu reviennes m'embêter. Et oui, je lui dis, j'ai plus peur de rien, j'ai plus peur de vivre, j'ai plus peur de dire que je suis heureuse, de dire que je suis bien, j'ai plus peur de manger, j'ai plus peur de me faire plaisir. C'est ça. Et vous disiez hier que cette petite voix, pendant tout un temps, finalement, elle était tout pour vous. Votre mère, votre père, votre soeur, votre frère, votre ami, votre amant même. Oui, je vous le dis, quand j'étais à Besançon, quand je commençais à vraiment aller de nouveau vraiment pas bien, j'ai eu une conversation avec elle et je l'ai faite par écrit et je lui disais je t'aime. Je l'ai le carnet là d'ailleurs et je l'ai relu ici quand je me suis fait hospitalisée peut-être 3 ou 4 semaines après, je l'ai relu et je l'ai lu à mes parents aussi et je me souvenais absolument pas de ce que j'avais écrit. Je me souvenais absolument pas que j'avais écrit ça et ça m'a choquée parce qu'il y a des mots qui sont vraiment horribles. Alors on parle de petite voix dans la tête, alors pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le problème, il peut imaginer comme ça facilement que c'est peut-être une hallucination. Ouais, c'est ça. Or, c'est pas une hallucination. Non, pas du tout. Alors c'est quoi? Comment vous pourriez nous aider à comprendre ce que c'est comme phénomène? Je sais vraiment pas. Moi j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une autre personne avec moi. Mais je sais pas si c'était un inconscient mais vraiment toxique. Un inconscient toxique qui était en moi. Et, c'est ça. En même temps, je savais qu'il me faisait du mal, en même temps j'en avais besoin, une vraie drogue. Il y a des moments j'arrive à m'en détacher, mais une fois que... Donc si c'était une drogue, elle vous faisait du bien aussi de temps en temps. Voilà, et comment elle parvenait à vous faire du bien, cette petite voix maléfique? Plus je sais que la nourriture m'angoissait, du coup, plus je retirais la nourriture et plus ça me faisait du bien. Par exemple. Parce qu'elle était contente? Oui, parce que ça lui faisait... C'était ce qu'elle voulait. C'était ce qu'elle voulait? Oui. Genre, en l'écoutant, en fait, j'étais apaisée. Oui, voilà. Elle me dictait des choses à faire. Pour moi, c'était devenu un jeu à la fin. J'avais des règles à suivre, j'avais un jeu à jouer. Fallait pas que je désobéisse à ces règles, sinon je perdais. Et j'avais horreur de perdre, donc je m'y accrochais. C'est ça. Elle prenait de plus en plus en prise sur moi. Et là, elle vous manque pas? Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de manque? Ah non, aucun. Donc là, vous êtes libéré de la drogue? Et là, je suis bien désintoxiquée. Et je le vois parce que même maintenant, en regardant des photos de moi maigre, j'arrive à me voir maigre en photo et je trouve ça juste horrible. Et il y a même encore une semaine, j'y arrivais pas. Mais là, en revoyant des photos de moi, je me dis, surtout, le corps, forcément, c'était catastrophique. Mais le pire, c'est le regard qui est vide, mais le sourire qui est pas là non plus. Je me dis, c'est vraiment horrible et je me reconnais même pas. Je me dis, c'était pas moi. Il y avait beaucoup plus de maladies que de moi. C'est ça. Est-ce que vous avez encore peur parfois de basculer d'un coup dans l'excès inverse, que ça s'arrête plus? Non, parce que je sais que j'ai toujours été équilibrée, que ma mère me l'a toujours dit, face à la nourriture, j'ai toujours été équilibrée. Et vu que maintenant j'ai plus de voix dans ma tête pour me dire le contraire, je la crois enfin. Voilà. Et je sais que de toute façon, c'est la restriction qui emmène la frustration et qui emmène les craquages et qui font souvent tomber dans la boulimie. Et je suis pas du tout en train de me restreindre, je mange vraiment comme je le sens à l'instinct, comme une personne normale. Donc j'ai vraiment même pas peur de tomber dans l'effet inverse. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut encore faire progresser, ou faire évoluer, ou faire renaître? Parce que vous parliez d'une renaissance hier. Je sais pas. Donc moi, ce serait juste progresser petit à petit dans ma vie, voir ne serait-ce que des petits challenges que je pourrais me faire petit à petit. Même partir, ne serait-ce qu'à la Sorbonne, partir seule à Paris, c'est déjà un challenge. C'est ça, oui. Oui, même des challenges alimentaires, je m'en donne encore quand même souvent. Mais je sais que ça va se faire petit à petit et justement j'ai tellement plus peur de l'avenir que j'arrive enfin à vivre le présent comme il vient. Et je suis plus tout le temps en train de tout calculer, comment je vais faire, ce que je vais manger demain, qui je vais voir, combien d'heures d'activité je vais faire. Alors je peux enfin me préparer à l'inattendu.
Et j'en ai même plus peur de l'inattendu. Et ça aussi, ça fait du bien. Enfin, c'est vraiment des choses toutes banales, toutes simples. Il y a une sorte de confiance qu'on entend chez vous, là, en vous-même et dans l'avenir. Hein. Oui, c'est ça. Je me fais enfin confiance parce que je suis nouveau moi. Donc, il n'y a plus de maladie. Donc, je me dis, c'est bon, je peux enfin me faire confiance. Enfin, je fais confiance à ma tête, je fais confiance à mon corps. Les deux, ils marchent ensemble. Enfin, quand on est dans l'enfance, on s'imagine que le monde, il est un peu tout beau, tout rose. Et quand on tombe là-dedans, dans ce collège, et qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont quand même jeunes et qui sont malsaines à ce point-là, enfin, moi, je sais que ça m'a énormément blessée. Tout à fait. Et je me suis dit, il y aura peut-être toujours... Enfin, il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça partout. Alors pour moi, ma maigreur, elle me protégeait de ça. Voilà. Paradoxalement, en plus, mais elle me protégeait de ça. Et je vous dis des hommes, ça me protégeait des hommes, parce que je sais bien que la maigreur, ça dégoûte. Donc c'était la plus simple. Et là, il n'y a plus de peur alors? Non, là, il n'y a plus de peur, non, il n'y en a plus du tout. Donc tant mieux. J'ai vraiment plus aucune peur sur tout ça. Enfin, j'ai enfin tellement pu les exprimer qu'elles sortent de ma tête. C'est ça. Il y a enfin du positif qui rentre dedans, vu qu'elle est beaucoup plus libérée. Et heureusement que ma mère a fait la démarche d'aller chercher sur Internet et de voir qu'il y avait cet hôpital-là. Et que c'était vraiment spécialisé pour ces troubles-là, cette maladie-là. Et je lui dis, il a pris le ciel tous les soirs d'avoir fait ça, parce que t'es vraiment tombé sur le bon endroit.